chers téléspectateurs, c'était l'inauguration, quelques extraits de l'inauguration de l'allée des Sphinx et des Béliers à Luxor depuis à peu près 2 années. Néanmoins, on aboutit à présent, chers téléspectateurs, à notre deuxième thème ou troisième thème concernant le vieux musée du Caire ou le vieux musée de Tahrir, Antekrana, et quel sera son futur. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Madame Naguia Fanous, qui est ancien responsable au sein du musée égyptien du Caire ou de Tahrir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors premièrement, notre première question concernant la cérémonie hier de l'inauguration du grand musée égyptien. Alors quelle est votre impression de ce spectacle et cette cérémonie? Bien sûr, d'abord, je suis très fière. Je suis très fière de cette cérémonie grandiose parce que c'était superbe et très merveilleuse parce que on trouve ce grand musée gigantesque. C'est le don et le cadeau de l'Égypte pour le monde entier. Oui. Comme avait dit notre président Abdel Fattah el-Sisi hier, il relie aussi tout le passé avec le futur et l'avenir. Oui, certainement. Certainement. Également, quand on parle de cette cérémonie, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Par exemple, moi, j'ai tellement aimé le chant et le spectacle dansant là. Quel était l'élément qui vous a émerveillé? L'élément très merveilleux, bien sûr, c'est l'éclairage. Moi, je dis grand chapeau pour l'éclairage. Oui, c'était une très grande scène. Oui, surtout sur les pyramides et aussi avec les drones aussi pour faire le dessin au ciel. Tous les emblèmes de l'Égypte ancienne, comme le masque funéraire de Toutankhamon et aussi les guerriers anciens au temps des anciens Égyptiens. Oui. Aussi, comment l'éclairage sur le portail et la façade du musée même, avec aussi les grands musiciens symphoniques, plus de 250 musiciens avec une symphonie très merveilleuse. Hier, c'est superbe et tout le monde, je crois, qu'il trouve cette scène très éblouissante. Oui, certainement, certainement. Également, au milieu, il y avait quelques extraits d'autres orchestres qui jouaient dans d'autres capitales du monde, telles que par exemple New York ou Rio de Janeiro, et d'autre côté Paris. C'était vraiment... Je trouve cela aussi c'est très merveilleux parce que on trouve la reliance entre les pays du monde entier. Parce que toujours le musée égyptien qui attire tout le monde, c'est pour cela dans cette cérémonie, il montre comment les musiciens au Rio de Janeiro, par exemple, en Brésil, aux États-Unis et en France. C'était vraiment... À côté de Tour Eiffel, par exemple, c'est très merveilleux. Oui, certainement, certainement. Alors, quand on parle du vieux musée du Caire, plusieurs collections ont été transférées de ce musée vers, premièrement, c'était... Et j'ai l'honneur aussi de... Alors, premièrement, les momies ont été transférées vers le musée de la civilisation égyptienne. Et ensuite, plusieurs autres collections ont été transférées pour le grand musée égyptien.
on ne sait pas qu'est-ce qui va être exhibé au sein de ce vieux musée. Et s'il y a d'autres collections qui peuvent, je dirais, faire l'atout de ce musée. Au lieu de l'exposition de Toutankhamon transférée, moi j'ai eu l'honneur de surveiller quelques objets pour transférer au grand musée égyptien, mais la place de Tahrir, le musée de Tahrir, conserve aussi une collection très importante, mais n'a pas eu la chance comme la tombe de Toutankhamon, mais ce sont des trésors à l'étage, Oui. au musée. On peut le voir, c'est les trésors de Tanis. C'est appartenant au roi Ptissonnis Ier. Et c'est la première fois qu'on trouve la momie et le sarcophage en argent. Appartenant au roi Ptissonnis Ier, c'est un roi très important aux dynasties, 21e dynastie pharaonique. 21e, oui, on parle toujours que dans le vieux, dans l'Égypte antique, l'argent avait plus de valeur que de l'or. C'est ça, bien sûr. C'était plus précieux. Plus précieuse parce que c'est une industrie très difficile pour extraire l'argent et le refaire une autre fois en ce temps-là. Mais la chance, ce n'est pas eu la chance comme la tombe unique et intacte de Toutankhamon, parce que à l'heure de l'excavation, découverte de cette tombeau de Ptissonnis Ier, à travers l'archéologue qui s'appelle Pierre Montet, français, en 1940, c'est le temps de la guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, oui, c'était vraiment un temps. C'est pour cela qu'il n'a pas eu la chance de faire pour la propagande, les médias, les célébrités, comme Toutankhamon. Mais c'est très important, plein de trésors, plein de l'or aussi, des objets en or et aussi des ustensiles. Je vous interromps. On va passer un reportage sur le sujet. Alors, chers téléspectateurs, alors que le Grand Musée égyptien a ouvert ses portes à proximité du plateau des pyramides à Giza, le musée égyptien du Caire ou de la place Tahrir au cœur du Caire prépare aussi son avenir. Divers projets sont conçus et ont été lancés même pour préserver la splendeur de ce musée qui date de plus de 100 ans d'âge. Voyons ensemble. Alors que le Grand Musée égyptien a ouvert ses portes à proximité du plateau des pyramides de Giza, le musée égyptien de la place Tahrir au cœur du Caire prépare aussi son avenir. Divers projets ont été lancés pour préserver la splendeur de ce musée plus que centenaire. Ce musée âgé de plus de 100 ans, en effet, entame aujourd'hui une véritable renaissance, sans renier ni son identité ni son authenticité. Outre les collections de grande valeur toujours exposées, appelées à être présentées dans des espaces plus vastes, les responsables ont jugé nécessaire d'intégrer les nouvelles technologies. La réalité virtuelle, la réalité augmentée et les QR codes font désormais partie intégrante de l'expérience des visiteurs. L'un des projets phares de ce virage technologique est Meta Arabia, un programme capable de reconstruire virtuellement des pièces archéologiques incomplètes. 5 œuvres majeures ont déjà bénéficié de cette reconstitution numérique. La reconstitution de ces 5 pièces n'est qu'une première étape. Les responsables prévoient de recréer virtuellement près de 100 objets archéologiques d'ici les prochaines années. Le musée ambitionne également d'installer de nouveaux programmes numériques d'ici la fin de l'année 2025. Cette technologie s'invite aussi dans les expositions temporaires, comme celle consacrée aux parfums de l'Antiquité, où les visiteurs pouvaient sentir virtuellement les fragrances utilisées à l'époque pharaonique grâce à la réalité augmentée. De même, l'exposition récemment dédiée à Amenhotep III a permis de reconstituer non seulement les pièces du roi, mais aussi les scènes décorant son palais.
Bien que le musée offre un terrain idéal pour l'application de l'intelligence artificielle, ses directeurs et inspecteurs s'accordent sur la nécessité de trouver un équilibre entre authenticité et technologie. Si la technologie commence à occuper une place croissante dans la muséologie du musée égyptien de Tahrir, il ne faut pas oublier que le bâtiment lui-même constitue une œuvre patrimoniale. Inauguré en 1902, il fait partie intégrante du patrimoine égyptien. Conçu par l'architecte français Marcel Dournion, il est considéré comme le plus ancien édifice au monde construit dès l'origine pour abriter un musée. Le bâtiment historique retrouve aujourd'hui sa couleur d'origine et son jardin initial. Son environnement urbain s'intègre pleinement dans le projet de réhabilitation du Caire médiéval, transformation du bâtiment de Mogama en hôtel, réaménagement de la corniche du Nil et restauration de la place Tahrir, désormais ornée d'un obélisque et de 4 sphinx. Au cœur de cette effervescence, le musée égyptien de Tahrir demeure le joyau des musées du pays, un témoin vivant du passé, tourné résolument vers l'avenir. Il conserve son âme et continue de raconter, à travers ses galeries, la fascinante épopée de l'Égypte ancienne. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invitée, Madame Naguia Fanous, qui est ancien responsable au musée de Tahrir, ou le vieux musée du Caire. Et nous parlions tout à l'heure des trésors qui vont être exhibés ou sont déjà exhibés au sein du musée de Tahrir pour remplacer les collections qui ont été transférées, que ce soit au musée de la civilisation égyptienne ou au grand musée égyptien. Oui, à côté des trésors de Tanis, Oui. il y a une autre galerie qui appartenant à Toya et Yoya. Oui. Ce sont les grands-pères et grands-parents de Toutankhamon. Oui. Ces deux personnages très importants au Nouvel Empire égyptien se trouvent, on va voir tous les objets appartenant à ces deux personnages qui ont été enterrés au Vallée des Rois dans une tombe comme les rois et les reines, Oui. au Vallée des Rois à Luxor, mais étaient importés au musée de Tahrir et étaient exposés maintenant à l'étage. On peut le voir, on peut voir aussi ces momies. Les deux momies en bonne condition de Toya et Yoya. Vous pouvez voir les cheveux de Toya comme ils étaient même maintenant enterrés. Avec On aussi, parle d'à peu près datant depuis à peu près 2500 avant 2500 Jésus-Christ, oui. Avant Jésus-Christ, alors on parle d'à peu près 5000. Oui, oui, oui. Au temps d'Amenophis le troisième. Oui. Ce sont les parents de la reine Ti, Oui. l'épouse d'Amenophis III. Aussi, c'est le grand-père de Toutankhamon. Parce que, vous savez, le père de Toutankhamon, c'est Amenophis IV, Oui. c'est Akhenaton. Oui. On a trouvé ça à travers le DNA. Les analyses qui ont été faites. Oui. C'est pour cela qu'on trouve ces deux momies exposées aussi dans cette galerie spécialement pour ces deux personnages, Yoya et Toya. Ce sont des grands personnages, des grands dignitaires du roi en ce temps-là. Mais on trouve toutes les choses appartenant à ces deux personnages. Je pense qu'il y a des masques en or et des masques en or et les deux masques pour chacun funéraire. Oui, funéraire. Le masque de Toya et le masque de Yoya aussi. Et aussi les grands sarcophages de chacun avec l'incrustation des feuilles d'or sur les bois.
Oui. Aussi les chaises, une chaise très importante, c'est un cadeau d'une princesse asiatique pour la reine Toya. Aussi les bijoux appartenant à ces deux personnages enterrés avec eux et des lits aussi comme Toutankhamon. On peut aussi le musée de Tahrir expose aussi des grands et des rares objets jusqu'à maintenant, depuis les périodes de pré-dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. On trouve par exemple la palette de Narmer, la statue du premier roi qui a fait une pyramide à Saqqara, et le premier roi qui a fait une pyramide au monde entier. Et aussi, cette statue était à Saqqara, et aussi des autres statues appartenant au roi Mykérinos, le constructeur de troisième pyramide. De la troisième aussi pyramide du plateau de Giza. la belle statue, le plus belle statue de Khéphren, le constructeur de deuxième pyramide à Giza. Et je pense du Sphinx également, du qui a plateau de fait, pyramide. oui, qui a C'était son fait le visage. Sphinx aussi. Et cette statue, c'est très, très important parce que l'archéologue Mariette, lorsqu'il il a découvert cette statue, il trouve que malgré toute la dureté de la pierre même de granit, mais le sculpteur a pu faire plusieurs détails avec de finesse de l'art sur cette statue. Par exemple, il a fait en arrière de sa tête le faucon Horus, et aussi des inscriptions, comment il écrit le nom du pharaon, et aussi les deux symboles de l'Égypte, par exemple le lotus et le papyrus, et comment l'artiste a fait la reliance entre le papyrus et le lotus, c'est-à-dire c'est le roi de tout l'Égypte, de Haute et Basse Égypte. Oui, c'est tellement beau. Et aussi les deux statues de Rahotep et Nefret. Oui. C'est unique. Ce sont deux statues uniques avec les couleurs vives jusqu'à maintenant. Les personnages qui ont découvert ces deux statues, ils tombent de peur parce qu'ils trouvent comme des personnages réels, vivants, oui. Ouais. Avec l'incrustation de cristal aux yeux qui imitent le regard comme les regards de personnes vivantes. Oui. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on la lumière tombe sur les yeux, vous pouvez voir comment la réalité, le réalisme de l'art. Oui, certainement, certainement. À part cela, je pense que le vieux musée du Caire a toujours quelques activités qu'il aperçoit. Oui, il y a des événements, des expositions. Oui. Comme vous avez cité l'exposition du parfum, oui, avec toutes les matières anciennes du parfum, comment l'évolution, le développement de technologies en ce temps-là pour arriver à faire des extraits de fleurs et des plantes naturelles. Pour faire des matières chimiques. Pour extraire ces parfums, il expose dans cette exposition beaucoup de bouteilles de parfums en ce temps-là. Et aussi des autres expositions, par exemple des expositions de façon des écritures, comme les papyrus, les plumes et les couleurs. Oui. L'écriture, je pense qu'il y avait plusieurs façons d'écrire. Il y a trois genres d'écriture, hiéroglyphe, hiératique et démotique. L'hiéroglyphe, c'est la façon d'écrire sur les papyrus et en même temps sur la pierre. Par sculpté sur la pierre. Mais l'hiératique,
était pour les prêtres pour écrire les documents sur les papyrus. Et aussi les démotiques, mais les démotiques utilisés par le peuple et aussi par les messages entre eux. Une sorte de dialecte, une sorte de langue courante. Courante, oui. À part cela, au sein du Grand Musée égyptien, est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'il y a perçu à présent quelques projets pour avoir des activités? Moi, je sais qu'il y a des activités même pour les enfants aux écoles. Il y a des activités pour les enfants, il y a un musée spécial pour l'enfant, et aussi des activités pour les jeunes. Ce sont des activités culturelles. Il y a aussi des gens, des inspecteurs qui dirigent et accompagnent les groupes de jeunes dans le musée pour faire des tours dans le musée. Très bien. Très bien. Madame Naguef, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien responsable au sein du Grand Musée, du musée du Caire, le vieux musée du Caire. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.